Bonjour chers amis, merci d'être encore venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette 9e leçon dont vous voyez le titre et j'espère que vous verrez pourquoi je l'ai mis. Nous avons vu à la leçon précédente la façon dont des épisodes successifs du livre 4 du Miroir des Galanteries entretenaient une atmosphère de surnaturel, sans nul doute mitigée considérablement, comme toujours, par l'ironie irrépressible du romancier, mais qui est bien dans la veine de la littérature populaire d'Edo. Ces traits fantastiques, surnaturels ou religieux, selon le degré d'allusion et la façon dont nous les recevons, se trouvent régulièrement du 1er au 4e livre. Il est d'autant plus remarquable de ne pas les retrouver de façon aussi explicite dans le 5e livre, que nous allons parcourir aujourd'hui, et où le romancier semble s'attacher à reproduire minutieusement les aspects les plus mondains de la vie des mondaines, et de façon, vous allez voir, sous un éclairage parfois un peu, pour le moins paradoxal. Nous retrouvons dans cette suite de chapitres une série de portraits, d'anecdotes et de scénettes révélatrices de l'univers impitoyable du Kudowa, du quartier des plaisirs au Japon de l'époque d'Edo, adouci de quelques traits de bonté ou de loyauté qui apparaissent comme autant de petits miracles d'humanité qui ne changent en rien la nature générale de ce milieu, comme vous allez voir. Et comme toujours, le ton est celui de la légèreté, qui permet de présenter des actes de cruauté mentale, parfois physique aussi, sans y insister, comme venant naturellement dans un monde où les passions sont à la fois libérées et contenues dans des canaux strictement surveillés. Le premier chapitre, intitulé « La blessure secrète sur la cendre d'amour », Koijin no Naisho Kizu, je vous donne, voilà, c'est titre que l'on pourra comprendre dans le sens que l'on voudra, mais dont le dernier épisode donnera une clé, est particulièrement intéressant en ce qu'il se situe résolument sur le plan de la description aussi réaliste qu'impitoyable encore de la vie quotidienne, tout en introduisant, comme en passant et en plaisantant, une remarque que nous devrons garder en mémoire, elle aussi, comme l'un de ces signes qui annoncent la scène finale du roman et procure sinon une clé de lecture, ce qui ne serait pas dans l'intention de l'auteur, lequel n'a rien à cacher, mais entend au contraire tout nous montrer de ce monde, du moins une clé pour comprendre le regard qu'il porte sur son sujet. Voyons donc rapidement 4 courtes scénettes remarquables qui nous mèneront à cette remarque significative. La toute première n'est pas une scénette à proprement parler, mais une réflexion sur ce qu'est vraiment une courtisane. Je ne vous ai pas donné tous les textes ici, ce texte ne viendra que tout à l'heure. J'alterne lecture crue en quelque sorte et lecture et traduction avec présentation des textes originaux, sinon ce serait beaucoup trop long pour moi à recopier et pour vous à lire pendant si peu de temps. Alors je vous donne donc cette première citation. Comme une floraison jaillissant de la neige, Cap Fleuri, c'est le nom de l'Étaïr, Hanasaki en japonais, première du nom, on eut tout d'abord l'idée, et une demi-douzaine d'Étaïrs à la mode dans la capitale, d'un cœur unanime, en japonais Kokoro Hitotsuni, et ceux qui connaissent le japonais, et le sino-japonais surtout, remarqueront que c'est la lecture japonaise d'une locution bouddhique, Isshin, n'est-ce pas? Une locution qui abonde dans le Sutra du Lotus et que je traduis par unanimement, d'une âme, d'une seule âme. Donc, vous voyez encore une fois une dévaluation, une insertion dans le monde phénoménal de termes bouddhiques que Saikaku était trop lettré pour ignorer dans leur contexte bouddhique. Donc, d'un cœur unanime, montèrent une réunion d'art floral, Ikebana no Kai, splendide spectacle où l'on put admirer l'harmonie des fleurs de prunus et des narcisses. La façon qu'avaient les branches de saule de se courber et se pencher d'elles-mêmes ne pouvait qu'impressionner les esprits. En revanche, les camélias fleuris en serre, Murozaki, contre leur disposition naturelle, rappelaient ces courtisanes courtaudes qui s'efforçaient de marcher sur la pointe des pieds. Il y a quelque répugnance dans leur beauté même. En japonais, Utsukushu tekara iya na tokoro ari. Et vous voyez qu'ici, Saikaku donne aussi encore une de ses visions tout à fait impressionnantes de ce monde. Les courtisanes ne sont que des plantes de serre façonnées sans relâche, où ont parfois la beauté de la fleur naturelle. Mais ce sont avant tout des décorations.
Et nous voyons encore alors l'enchaînement, la concaténation, le engi, vous vous souvenez, je vous en ai parlé au deuxième ou troisième à troisième leçon de cette année. Nous voyons l'enchaînement des idées qui amènent Saikaku, ou disons-le plus exactement, la façon dont Saikaku aligne les indices qui font s'associer les idées pour mener son lecteur le long de sa voie. Il ne faut pas croire que nous analysons Saikaku, c'est Saikaku qui nous analyse, n'est-ce pas ? Des plantes de serre, nous passons au sécateur. Enfin, c'est un instrument pour couper les fleurs dans l'ikebana, n'est-ce pas ? Hanakiri no hamono en japonais. Lequel va jouer un rôle central dans la sonnette suivante. Alors je vous la donne aussi, sans texte japonais. Certains étahirs étaient de tempérament irritable, ce qui lui valait de laisser filer des clients intéressants. Sa camériste, kaburo, n'est-ce pas, je traduis kaburo par camériste par assonance, sa camériste ayant apporté une aiguière, elle n'eut pas l'heure de la poser à l'endroit convenable. Elle la déplaça, mais là encore cela ne plut point, et sa maîtresse la frappa de son sécateur. Le coup porta à la pointe du nez, lui infligeant une disgrâce qu'il n'avait pas à la naissance et qui devait être préjudiciable à son futur office. Notre Oshu, c'était certainement la victime de l'histoire rapportée ici, par exemple, a une petite cicatrice au visage. Comment se l'est-elle faite ? Saikaku explique indirectement l'origine de la cicatrice d'une étahière connue. On ne sait. L'important est que malgré cela, elle fut une femme qui eut tout en elle pour devenir étaïr. Tant qu'à choisir, même, on lui préférait ainsi. Mais ce n'est pas une raison pour traiter aussi brutalement une camériste sous le prétexte que ce n'est qu'une domestique. N'est-elle pas, elle aussi, une future consoeur ? Vous voyez, encore une fois, l'enchaînement, le lien causal, et tout est lié dans ce milieu. C'est pas comme dans le monde, c'est un bonsaï du monde en réalité. Comme il avait été question plus haut de Saul, et vous voyez encore une fois la façon dont Saikaku procède dans l'enchaînement des histoires, puis ensuite de sang et de caméristes brutalisés, le troisième passage est tout naturellement introduit. Je vous le cite ici. À Naniwa aussi, Echizen de la maison Kimura, donc la maison, une étaïre, donc, avait un joli cœur du nom de Saul, Yanagi, avec qui elle avait échangé une lettre de sang, Shibumi, c'est-à-dire un serment signé avec son sang. Maintenant, autrefois c'était le rouge à lèvres, à l'époque c'était du sang. Elle en était ainsi venue non seulement à négliger son office, mais à mettre sa vie même en péril, au point que son tenancier dut la réprimander. Elle s'excusa et promit de ne plus le revoir, mais continua de plus belle. Il eut beau attacher sa petite camériste. Alors le tenancier, pour faire parler, il eut beau attacher sa petite camériste de 11 ans, sans rien lui donner de 3 jours, et la tourmenter parfois jusqu'au sang pour qu'elle dénonce les tahirs. Celle-ci n'oubliait pas son injonction au silence, et même s'il ne s'agissait de sa maîtresse que par procuration, n'oubliez pas qu'elle était au service d'un autre aussi, même s'il n'était sa maîtresse que par procuration, elle lui préférait avoir tous les os rompus pour elle. Comme elle faisait mine de se couper la langue de ses dents pour l'avaler, son patron dut bien la délier et laisser la faire en plan. C'est un exemple touchant donc de fidélité à sa maîtresse, bien qu'il ne le fût pas à proprement parler, puisque les deux femmes dépendaient d'un même tenancier. Mais la recommandation au silence faite par les tahirs avait suffi à engager l'entière loyauté de la camériste. Mais loyauté qui fut cependant bien mal récompensée. Un certain temps de là, les Chizen, donc les tahirs, pour une simple vétille, frappa cette même camériste avec une pipe brûlante. Vous savez que les courtisanes fumaient la pipe, comme George Sand, ça c'était des pipes plus élégantes, qu'on appelle kisseru en japonais, qui ressemblaient à des fumes-cigarettes avec une petite chambrette au bout pour mettre la pincée de tabac, et donc on ne fumait qu'une bouffée à chaque fois, n'est-ce pas ? Donc il frappa cette même camériste avec une pipe brûlante, et en public. De retour à leur établissement, la petite, pleine de rancune, confessa tout et mit sa maîtresse en grande difficulté. Cette fidélité que 3 jours de torture n'avaient pu faire vaciller, le geste cruel de sa maîtresse la détruisit d'un seul coup,
et toute l'affaire fut étalée au grand jour, ce qui a amené des punitions très sévères pour les tailliers qui peuvent aller de la suspension de service, ou plutôt comme pour les agents de police qui étaient obligés de faire la circulation, n'est-ce pas, en matière de punition, eh bien, elles sont remises au rang de simples courtisanes. Cet épisode impressionnant est aussitôt contrebalancé par l'une de ces scènes dont Saikaku a le secret, certainement tirée sans changement du Dière de Pottenville, vous vous souvenez de Uwasamachi no Nikki, laissé par la renarde de Shimabara, où le côté rabelaisien du romancier apparaît dans toute sa vigueur. Alors, je vous donne ici la version japonaise de ce texte, que je prends en général, je le redirai peut-être au Shinkoten, Nihon Koten Bungaku Taike, et en modifiant parfois pour des raisons de facilité de lecture. Mais ce n'est pas le texte exact, je l'ai modifié pour faciliter la lecture de ceux qui ne sont pas habitués à ce style, quand même très particulier, le style non seulement linguistique, mais aussi d'écriture. Vous voyez par exemple qu'ici, le N de Engawa, n'est-ce pas, le dernier caractère de la première ligne, n'est pas du tout le caractère habituel que j'ai mis entre parenthèses. C'est un caractère qui se lit tan en réalité, donc ça n'a rien à voir. Donc, jadis à la maison Izutsu, une courtisane restée trop longtemps assise, alors je vous dis c'est rabelaisien, ce n'est pas très raffiné, mais je suis désolé. Jadis à la maison Izutsu, une courtisane restée trop longtemps assise à la véranda et prise d'un refroidissement du ventre, avait laissé échapper un bruit incongru qui provoqua l'hilarité de l'assistance. Au Japon comme ailleurs, ça ne se fait pas, n'est-ce pas ? Aussitôt, sa camériste, donc la petite servante qui lui était attachée, sa camériste se mit à se tordre et à pleurer assez longtemps pour que tout le monde redevint sérieux, et s'approchant, lui demanda ce qui lui arrivait. Et elle dit « À présent que je viens de lâcher un paix, de retour à l'établissement, je ne m'en tirerai certainement pas comme ça. On va me tuer au pinçon, n'est-ce pas, en me pinçant. » Elle se remit à pleurer jusqu'à ce qu'on la réconfortât. L'opportunité de son intervention, donc elle a pris sur elle la responsabilité de ce bruit incongru, l'opportunité de son intervention en faveur de l'étaïr fut remarquable. Une telle présence d'esprit, Kashikosa, vous voyez à l'avant-dernière ligne, une telle présence d'esprit fait toute la solidarité entre courtisanes, kokoro tasuke. N'épiloguons pas. La scène se comprend d'elle-même. Mais la morale que retire Saikaku de cette succession de vignettes tient en quelques lignes. Je vais la donner ici. Où donc trouvera-t-on mieux que les mœurs de la capitale ? Et vous voyez qu'il utilise le mot fuzoku, miyako no fuzoku, et un terme que nous avons vu à l'envi il y a bien longtemps lorsque nous abordions la pensée de Jien, le grand moine des environs de l'an 1200, qui compare, dont l'un des maîtres mots est Fuzoku, justement dans sa comparaison de la Chine et du Japon, et nous l'avons retrouvé aussi chez Norinaga, n'est-ce pas ? Donc nous avons vraiment ici une constante de la curiosité intellectuelle japonaise lorsqu'ils réfléchissent sur leur propre pays, toujours en comparaison, évidemment, avec la Chine avant tout. Donc, où donc trouvera-t-on mieux que les mœurs de la capitale ? C'est ici que se trouve l'essentiel de toute chose. Issai no honji. Vous voyez le premier mot, les deux premiers caractères de la deuxième ligne. Issai no honji. Je reviens dans un instant sur ce caractère. L'essentiel de toute chose, donc, c'est à Shimabara que s'étudie cette voie, Kono Michi no Gakumon, toujours deuxième ligne, Kono Michi no Gakumon no Shimabara Nite. Que s'étudie cette voie. Restez-y 10 ans au moins pour en apprendre les us et coutumes. C'est un conseil à une courtisane, n'est-ce pas ? Les 15 myriades de terres, fin de la troisième ligne, Juman oku wa tada ogon nari. Les 15 myriades de terres ne se franchissent qu'avec de l'or. Il n'est sans doute pas convenable d'aborder dans ces pages de viles questions d'argent, kingin. Mais les choses étant ce qu'elles sont, si l'on n'en parle pas, on n'y entendra rien, et si l'on en parle, on provoque des querelles. Alors que c'est ce que tout le monde désire, ça ne paraît pas un sujet élégant. Kasha ni wa miezu, dernier mot.
La seconde partie de cette citation ne nous surprend pas. Nous avons bien compris que pour Saikaku, le moteur cauchemardesque de cette cité de rêve n'est que l'argent, Kingin. Et il est en outre fort probable que cette idée qui lui est si chère reflète effectivement la réalité des choses. Je pense que ce n'est pas un saut d'imagination de le penser. Mais voyez plutôt, à côté de cette évidence, comme il présente l'objet de son analyse. Et là, je parle du vocabulaire. Il reprend l'idée d'une voix, Michi, qui est abrégée ici pour Shikido, vous vous souvenez, la voix de la sensualité, qui est l'objet d'étude, et Gakumon, la graphie un peu aberrante, je ne voulais pas corriger, je vous la donne telle quelle. Je vous la donne telle quelle parce qu'en même temps, vous voyez que le mon, normalement, c'est le caractère qui est Tou, n'est-ce pas? Et Gakumon veut dire la science. C'est d'ailleurs le mot qu'on avait utilisé, que les Japonais modernes ont utilisé pour traduire l'allemand Wissenschaft, n'est-ce pas? Vous avez la science dure d'un côté, Kangaku, et la science, l'approfondissement systématique d'une discipline qui est le Gakumon. Et là, au lieu de reprendre le deuxième caractère normal, Saikaku prend le caractère du texte, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il fait. Enfin, c'est une variante relativement courante, mais avec Saikaku, rien n'est gratuit. Il faut sans doute y faire attention. Donc, alors, que le parallèle se fasse dans son esprit entre le Shikido, donc le Hiro no Michi, n'est-ce pas, la voie de la sensualité, et la voie bouddhique est indubitable. Et le Shimabara, la cité des cités, est pour lui le Honji. Le Honji, donc vous voyez, le Honji, évidemment, vous connaissez tous, ceux qui ont déjà écouté les cours précédents se souviennent de ce terme de Honji Suijaku qui résume toute la religion japonaise jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire que, enfin, l'essentiel de la religion japonaise jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à Meiji, c'est-à-dire que les bases foncières, les honji, qui sont les entités bouddhiques, les Bouddhas et les Bodhisattvas qui existent dans un univers, dans une dimension qui nous dépasse, et vous avez les suijaku, les traces que l'on a fait descendre, qui sont les divinités, à la fois les divinités japonaises et toutes les nuances de bodhisattva, d'apparition, etc., que l'on peut avoir. Donc, Honji, c'est la dimension ultime des Bouddhas. Et vous voyez qu'il applique ce terme ici au Shimabara, en quelque sorte, au quartier des plaisirs. Donc le quartier des plaisirs devient la vraie réalité. Évidemment, c'est une plaisanterie, mais qui n'est pas si plaisanterie que ça pour Saikaku, n'est-ce pas? Donc, évidemment, ce couple bidimensionnel de Honji Suijaku, c'est le monde dans lequel nous vivons, l'originel, ce que je traduis par l'originel et le vestigiel, n'est-ce pas? Nous avons vu par ailleurs que Saikaku emploie à plusieurs reprises dans ses récits l'expression « apparaître provisoirement », karini awaru, lorsqu'il y a une beauté qui apparaît, il pense que ça peut être l'apparition de quelque chose de plus sublime, qui n'est en fait que la lecture explicative de l'expression bouddhique gongen, laquelle désigne justement ces apparitions vestigielles émanées du plan originel. Donc nous avons le système là-dedans. Dans la représentation de cette pseudo-voie qui est le Shikido, la cité des plaisirs, le Kuruwa, avant tout donc le Shimabara de Kyoto, de la vraie capitale, n'est-ce pas, Kyoto, est la base originelle. Et ce n'est donc rien d'autre que la cité du Nirvana. Nehanjo, n'est-ce pas? Le Nehanjo était voilà, la forteresse du Nirvana, c'est l'aboutissement de la voie bouddhique. Et où dans l'aménisme, nous avons le Gokuraku Sekai, le monde bienheureux, n'est-ce pas, le monde du bonheur ultime, où nous allons renaître. C'est donc le but ultime de la pratique, la terre bienheureuse, d'où les êtres qui y seront parvenus grâce à l'invocation du Bouddha Amida pourront accéder à la délivrance définitive. On pourra certes se lancer dans un débat scolastique sur le statut exact du Kuruwa. Est-ce que c'est la terre pure comme étape préliminaire à la délivrance ou est-il vraiment le stade ultime? Le terme de Honji pourrait nous laisser penser à la seconde solution. Mais bien sûr, il faut se garder d'aller trop avant dans le jeu de Saikaku. C'est le jeu de la transposition, le mitate dont je vous ai déjà beaucoup parlé et dont il se délecte, mais qui est avant tout une matière littéraire infiniment malléable. Et cependant,
Comme pour venir confirmer que nous sommes sur la bonne voie en le suivant dans son jeu, il glisse aussitôt après dans son aparté le terme de dimyriade, Juman-oku, dimyriade, qui se rapporte sans ambiguïté dans le japonais bouddhique au nombre de terres de Bouddha, vous savez, les Butsudo. Dans la conception de l'univers bouddhique, notre terre, notre système n'est qu'un minuscule point dans un ensemble infini de systèmes solaires, de mondes, ce que les bouddhistes appellent le monde loka, n'est-ce pas? Sekai, c'est un ensemble de plusieurs systèmes solaires en quelque sorte, et certains sont présidés par des Bouddhas, on les appelle des terres de Bouddha. Et donc les 10 myriades de terres, les Juman-oku, n'est-ce pas, les 10 myriades de milliards de terres, si vous voulez, enfin c'est un très grand nombre en tout cas, ce sont les nombres de terres de Bouddha qui séparent notre monde, le monde de l'endurance, le Shaba no Sekai, le monde des désirs, Yoku no Sekai, n'est-ce pas, je vous en ai déjà parlé, du monde bienheureux, le Gokuraku no Sekai, qui est le terme de la pratique. Et sauf qu'ici, bien sûr, voyez, pour passer de ces mondes en monde, c'est l'argent qui permet de passer, et pas l'invocation du Bouddha Amidase. Alors bien sûr, Saikaku est trop fin pour insister davantage. Et une fois encore, mais il nous aura donné un indice, donné le là, en quelque sorte, pour que nous soyons prêts à accepter la scène finale de tout le roman que je vous promets depuis pas mal de temps déjà et que vous connaîtrez à la 12e leçon. Et comme pour enfoncer le clou, comme pour montrer que la loi des enchaînements causaux entraîne fatalement les êtres vers un destin implacable, il termine ce chapitre par une scène plus longue qui fera ressortir cette leçon de façon fort drôlatique. C'est elle qui donne son titre au chapitre. Nous n'avons pas le temps de la rapporter en détail. Disons simplement qu'un fort indiscret personnage du nom de Gensuke avait fait capoter l'embauche d'une jeune fille dans un établissement avec un contrat qui aurait permis au père de celle-ci de se tirer d'affaire, le père étant un gaillard toujours prêt à en découdre. Le père, ayant reconnu Gensuke dans un estaminet, et donc celui qui avait fait capoter la carrière de sa fille, se précipita pour l'embrocher. L'autre s'enfuit, se cacha dans un placard, attendant le départ du forcené. Puis il confessa, en suant à grosses gouttes, sa responsabilité dans la non-conclusion de l'affaire, car il avait révélé que la jouvencelle avait les cuisses tordues par une chute dans son enfance, et chute dont il était d'ailleurs responsable. On se doute que la confession ne lui valut guère d'éloge de l'auditoire. Et un amphitryon, donc c'est ainsi que je traduis le daijin, n'est-ce pas? Ce sont les mécènes, ces gens très riches qui s'occupent de l'entretien d'une ou parfois plusieurs courtisanes et qui sont parfois d'ailleurs des personnages dans les feuilletons télévisés japonais d'autrefois, donc des gens riches et dont la parole fait autorité, parce qu'évidemment ils tiennent le porte-monnaie. Et donc l'amphitryon fit cette déclaration d'un réalisme qui peut apparaître sordide. Alors, je crois que je vous ai donné le... Oui, satemo, mugo kishikatanari. Le vilain procédé que vous eûtes là, dès lors qu'elle a belle mine, une courtisane est sans discussion en mesure d'assurer son ministère, particulièrement pour ce qui concerne les défauts au-dessous du jupon. On a vu d'illustres étahirs avec des croûtes sur les fesses ou de l'impétigo. Même ceux qui sont visibles comme les herpès, les gratter avec une pâte de taupe constitue un remède merveilleux. Bon, voilà, c'est un remède contre l'herpès que nous ne connaissions pas. Et il propose, ses propositions sont des ordres, la solution salvatrice, mais on ne peut pas laisser comme cela cette pauvre fille, cette pauvre jeune fille. Il me semble indiqué de la donner à Gensuke, et l'autre dut la prendre pour femme, sans tambour ni trompette. Union extraordinaire, digne de ce monde imprévisible. Ce qui est prévisible, en revanche, c'est l'avenir d'un mariage ainsi ordonné, mais sait-on jamais. Il ne faut pas sous-estimer la force d'inertie de l'humanité. Nous retiendrons, par contre, de cet épisode empreint du réalisme social, qui est aussi la marque de Saikaku, l'insertion semi-plaisante, donc, de la voie bouddhique comme transposition de la voie de sensualité. Cela aussi est une marque constante de Saikaku. Et nous devons nous tenir sur le qui-vive afin de percevoir des résonances similaires dans des passages où elles ne sont pas soulignées par l'auteur.
tout en nous gardant de succomber à la trop facile pente des rapprochements intempestifs. Faisons-en d'ailleurs l'expérience avec le chapitre 2 du 5e livre. Intitulé « Une perle de prix qui ne vaut plus rien », je ne sais pas si je vous ai donné, je ne sais pas si je vous ai donné le titre. Bon, enfin, ça n'a pas... oui, excusez-moi, là c'était la fin de tout à l'heure. Fushigi no Engumi, Shirenu Yonari. Encore une fois, bon, vous voyez encore une fois la notion de haine, n'est-ce pas, qui se rapporte au mariage, mais qui résume l'ensemble des enchaînements de personnalités de l'épisode. Voici le deuxième. Donc, Yonmome Shichibu no Tama mo Itazurani. Intitulé donc « Une perle de prix qui ne vaut plus rien », l'histoire va nous entraîner à nouveau dans les méandres d'une âme tourmentée par la passion et le manque d'argent. Alors voici le début. Bon, j'enlève un ou deux mots du début. Il y avait une perle de Macao, Amagawa, à la fin de la première ligne. Amagawa est le nom courant de Macao à l'époque. Et vous voyez encore une fois ce qu'on imagine difficilement, mais j'aurais peut-être dû en parler aussi dans mon introduction, c'est que Saikaku, au XVIIe siècle, est à une époque, c'est extrêmement japonais, on a l'impression, en plus, dans un Japon fermé, on a un milieu encore plus fermé qui est le milieu du quartier des plaisirs, mais le Japon est quand même semi-ouvert, ou en tout cas il y a un petit robinet qui passe, c'est Nagasaki. Nagasaki, vous saviez, qui avait été l'un des endroits où les missionnaires portugais, espagnols et italiens avaient choisi pour base opérationnelle, dont ils avaient été expulsés, remplacés par les marchands hollandais, Holland, nos shonin, n'est-ce pas, mais aussi toujours constamment un commerce avec la Chine. Et donc, nous sommes dans un Japon qui n'est pas si fermé que ça, en réalité. Donc, il y avait une perle de Macao qu'un marchand en relation avec Nagasaki avait acquise pour la garder et pas pour la revendre. Malgré un léger défaut, elle faisait 4 onces, 7 scrupules, n'est-ce pas, c'est le titre en réalité, j'ai simplifié le titre avec une perle de prix. Elle valait un bon prix qui était de 4 onces et 7 scrupules. Scrupule étant, vous le savez, un peu la plus petite unité de poids dans la joaillerie, semble-t-il. Et était de fort belle eau. Il l'avait serrée dans une bougette, c'est un budget, n'est-ce pas, la bougette, c'est une bourse. Il l'avait serrée dans une bougette cousue en fil croisé. Elle reposait ainsi sur sa hanche, en cet automne rougi par les feuilles d'érable. Vous voyez encore comment Saikaku enchaîne la rhétorique du haïku en même temps, où il devint l'intime de l'une de gloire, Meigetsu, enfin qu'on peut lire Meigetsu ou Myogatsu, je reviendrai là-dessus. Lui qui n'était guère sensible à la mélancolie des choses, Mono no Awade, je ne vais pas revenir dessus, vous en avez sans doute les oreilles qui bourdonnent encore depuis les 2 dernières années, mais Saikaku va employer 2 fois ce terme dans ce même livre. Je ne vais pas y revenir, ça nous entraînerait trop loin, mais j'espère pouvoir avoir l'occasion de reparler. Donc, lui qui n'était guère sensible à la mélancolie des choses, et ici je fais exprès de traduire ce Mono no Awade par quelque chose disons, d'assez impersonnel, mais enfin, vous savez l'origine que je donne à cette expression, n'est-ce pas ? Mais on voit que la mélancolie des choses ici, c'est le caractère impermanent, bien sûr, des choses, mais tel qu'il agit sur les personnages. Et il l'associe cette fois à la peur de tomber en faillite, mais c'est évidemment ce qu'il adviendrait de lui s'il tombait en faillite. Donc, et qui jugeait même saugrenu que l'on pût tomber en faillite, se vit brusquement sous le coup d'une lettre de contrainte, un terme juridique, et avec la soudaineté de l'oiseau qui s'envole, au mois des gelées de l'année de l'oiseau, justement, sa porte se trouva sévèrement gardée par les huissiers. Impossible pour lui d'évacuer ses meubles, qui furent tous saisis par les créanciers. C'est tout juste s'il put cacher une boîte à thé de Asukagawa,
depuis longtemps dans la famille, dans un coffret fait autour appartenant à sa sœur, et de détacher de leur rouleau, n'est-ce pas? Hyogu, c'est un terme que l'on a déjà vu, c'est le support sur lequel on met des calligraphies ou des peintures remarquables. Donc, de détacher de leur rouleau 3 poèmes autographes de Teika. Bon, Teika, le grand poète de la fin du XIIe siècle, qui est né de Jien, en quelque sorte, enfin, ou quasiment contemporain de Jien. Il y a tellement de poèmes autographes de Teika qui circulaient au Japon qu'on peut se demander si c'était un vrai, mais enfin, bon, là, c'est encore autre chose. Donc, ces 3 poèmes qu'il détacha de leur support et qu'il fourra dans une corbeille à linge, comme s'il s'agissait de papier essuie-peigne. Vous voyez, bon, on pourrait trouver ça dans un film d'espionnage américain. Sa perle de corail, donc il donne ici, n'est-ce pas, le terme. Pardon. Oui, le terme apparaît ici. Kano Sangoju, n'est-ce pas, l'avant-dernière ligne. Sa perle de corail, il l'attacha en ornement au cou de son chat et réussit à la tenir à l'abri d'une attention intempestive. Vous voyez, la chose qui avait le plus grand prix, il la met comme petite clochette et personne ne pense à la chercher là. Donc ne nous attardons pas pour l'instant sur la mélancolie des choses, expression qui sera reprise un peu plus loin dans le même 5e livre. Nous en avons déjà suffisamment parlé, et nous voyons encore qu'ici, comme plus loin, l'expression se réfère bien aux relations sentimentales, parce que c'est à ça que ça va mener, si l'on peut qualifier ainsi ce qui se passe entre les courtisanes et leurs clients. En revanche, si l'extraordinaire connaisseur de Saikaku et de sa culture, qui est le monsieur Fuji Akio, dont nous suivons en général les commentaires, nous renseigne sur l'origine de la relation entre perle de corail et lune de gloire, n'est-ce pas, les deux titres, apparaissent comme apparaissant dans un répertoire analogique du vocabulaire de Haikai qui était très en vogue à l'époque et que je vous donne ici, et qu'il n'y a donc certes aucun doute à avoir là-dessus, on reste en droit de se demander, au regard de ce qui est parfois mis en lumière par Saikaku lui-même, s'il n'y a pas à chercher plus loin. En effet, le passage que nous avons sous les yeux est un bon exemple de ces allusions. Il se trouve en effet caché par Saikaku, mais qu'on trouve très facilement si on connaît la culture japonaise, plus ou moins la culture japonaise de l'époque, n'est-ce pas? Il se trouve en effet que dans le Sutra du Lotus, la parabole dite de la perle cousue dans le vêtement, n'est-ce pas? Je vous donne ici le vocabulaire, Erinoju, ou bien Keishu-hi, n'est-ce pas? Ou Keishu-no-hi, ou Keishu-no Tatoe, qui apparaît dans le chapitre 9 du Sutra du Lotus, les 500 disciples qui reçoivent l'Annonciation, est un lieu commun répandu à foison dans la littérature japonaise. Et les mésaventures du marchand désargenté rappellent énormément celles de l'homme pauvre du Sutra. Donc, je vous donne ici très, très rapidement l'essentiel de ce sutra, n'est-ce pas? C'est un homme qui va partir en voyage et qui boit avec un ami. Il boit beaucoup. L'ami s'inquiète beaucoup de le voir partir pour un long voyage pour lequel il ne le sent pas préparé. Et vous me direz que ça part d'un bon principe, mais c'est peut-être pas très malin. Il coud dans les vêtements de son ami, il coud une perle de prix en se disant un jour il en aura besoin, il la vendra, il se tirera d'affaire comme cela. Mais malheureusement, l'autre ne trouve pas la perle et ça va de mal en pis, n'est-ce pas? L'homme, donc, je vous donne 2 citations du Sutra du Lotus ici. L'homme cherche vêtements et nourriture pour subsister, a les plus grandes difficultés à s'assurer le vivre, un gain minime le contente, il n'aspire à rien de mieux. Certes, chez Saikaku, le marchand sait qu'il possède cette perle, mais la façon dont il en dispose quand il peut la réaliser rappelle étrangement la lettre du sutra. C'est ce que je vous donne après. Le proche ami, donc l'ami proche qui a cousu la perle, qui lui avait donné la perle, lui montre plus tard à cet homme pauvre, rendu pauvre, qu'il avait une perle cousue dans son vêtement. Le miséreux, à cette vue, a le cœur en grande liesse. Il est riche, il possède une fortune et peut en faire désormais selon ses 5 désirs. C'est la dernière fois, n'est-ce pas? Goyoku nishite mizukara hoshimama nisu.
C'est-à-dire donc il cède aux 5 désirs, aux désirs correspondant à chacun des sens. Et dont le premier sens, c'est évidemment iro, la couleur, shoku, c'est la dimension qui nous intéresse. Et la description de Saikaku paraît tout à fait... bon, je ne vous l'ai pas donné ici, oui, parce qu'elle est assez longue, je vous la donne. La description de Saikaku paraît calquée sur celle du Miseru du Sutra du Lotus. Je vous cite cela. Les tractations n'avancèrent guère cette année-là. Elles s'éternisèrent jusqu'au 6e mois de l'année suivante. Lorsque les comptes furent faits et que sa fortune ayant été estimée au tiers de ses dettes, il dut partir quasiment nu. L'un des créanciers eut cependant quelque pitié et l'autorisa à prendre au moins de quoi se vêtir. Comme c'était la saison des habits légers de chanvre, il endossa jusqu'à 5 courtes manches, donc de kosodé, n'est-ce pas, de belle apparence, et quitta sa maison. Il met les vestes l'une par-dessus l'autre, comme certains sans-abri en ce moment. Et il quitta sa maison, les sous-vêtements trempés de sueur. Et il se dépouille peu à peu de la maigre substance qui lui reste. Toujours Saikaku, l'âme s'avilit à ce point de telles circonstances. Il alla d'abord se réfugier au temple dont il était paroissien et obtint d'un riche amateur d'Edo 50 gros doublons d'or pour la boîte à thé et les calligraphies. Il en oublia aussitôt ses ennuis et trouva une discrète maison de rendez-vous du Yoshiwara pour passer du bon temps avec une certaine Yoshioka. Vous voyez que dès qu'il a de l'argent, exactement comme le Sutra du Lotus, il le gaspille pour les 5 désirs. Il descend plus bas encore et renonce à sa dernière richesse. Au bout de 2 ans à peine, brutalement réveillé par le tambour des regrets, c'est le jeu de mots sur le Kagiri no Taiko, vous savez, c'est le tambour, le son du tambour qui, dans le quartier des plaisirs, annonçait la fermeture et la réouverture des portes. Il n'avait plus que sa perle de corail. Il la vendit à quelqu'un de la maison Kaga de Fushimi pour 3 lingots d'argent et porta ses pas immédiatement vers Awasa où, à la maison Yamaguchi et à la maison du port, il s'enflamma pour une biche qui ne l'avait jamais vue. Biche, vous vous souvenez, c'est comme ça que je traduis kakoi, donc le dernier rang des hautes courtisanes. Mais cet ultime sacrifice n'est que le premier pas vers la déchéance complète. Il se trouva dépouillé comme un arbre à l'automne. Ainsi, si l'on considère que Saikaku a bien derrière la lettre de son récit et l'allusion première au Luisenju un thème poétique commun, l'histoire prend une toute autre allure si on la rapporte à la parabole du Sutra du Lotus, car elle en devient l'illustration contraire. C'est pas la perle qu'il réalise le mène certes à la réalisation des 5 désirs, des désirs portant sur les 5 sens, mais c'est à prendre cette fois dans le sens littéral. Il est certain qu'un tel rapprochement, justifié intellectuellement par les allusions répétées de Saikaku au parallélisme de la voie bouddhique et de la voie de la sensualité, contribuerait à enrichir encore, si besoin en était, la profondeur hermétique de notre romancier. Mais n'allons-nous pas trop loin. Il y a pourtant un indice qui devrait nous tenir en alerte. Le nom même de l'Etaïra, lune de gloire, Myogetsu, alors qu'on peut lire Meigetsu ou Myogetsu, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, c'est à la 4e ligne, ici, au centre de la 4e ligne, n'est-ce pas? Myogetsu. Donc, le nom même de l'Etaïra, que l'on peut lire, il n'y a pas de furigana, n'est-ce pas? On peut lire soit Meigetsu à la laïque, si j'ose dire, soit Myogatsu à la bouddhique. À la bouddhiste, oui. Mais il est probable que ce soit Meigetsu quand même. Il se trouve que sous la première prononciation, Myogatsu Tenjin, cette entité bouddhique apparaît au chapitre du prologue du Sutra du Lotus, parmi les assistants de la prédication du Bouddha. Et d'ailleurs, dans un texte bilingue de l'époque d'Edo, du Sutra du Lotus, où le texte chinois est glosé en japonais de façon tout à fait intéressante, elle est appelée Tsuki to Nazukuru Tenji. C'est Tenji, n'est-ce pas? Devaputra. Enfin, là, c'est Devaputri. Donc, aux premières lignes du sutra, apparaît ce nom de Myogatsu. Jusqu'où pouvons-nous estimer que Saikaku est conscient de cette rencontre et l'utilise comme support de son récit?
Il est évidemment impossible qu'il ignore la parabole de la perle dans le vêtement, qui est l'une des 7 paraboles du Sutra du Lotus que tout Japonais, un tant soit peu lettré, connaissait. Nous avons vu suffisamment par ailleurs son goût de l'allusion, que l'on qualifierait volontiers de déplacé, mais surtout son utilisation systématique du procédé de la transposition, ce qui en serait ici un excellent exemple. Relevons encore qu'au chapitre 5 de ce livre 5, chapitre que nous n'aurons pas le temps de parcourir, il se trouve une expression curieuse, Buppo no Hirunareya. C'est le midi de la loi de Bouddha, que Fuji Akio, donc notre commentateur de référence, si j'ose dire, comprend comme une simple exclamation de joie. C'est le zénith de la loi du Bouddha, au spectacle de la fête qui est décrite dans ce chapitre. Mais serait-ce des formations professionnelles de notre part que d'y voir une allusion à la comparaison célébrissime de tous ceux qui connaissent un peu de pensée bouddhique, des 5 heures de la journée, les goji, par laquelle l'école Tendai explique le développement graduel de l'enseignement du Bouddha en 5 périodes. Et l'heure de midi, précisément, Shogo, coïncide avec la période, la période zénithale, en quelque sorte, du lotus. Ici encore, il n'était pas besoin d'être un éminent scoliaste pour connaître ce vocabulaire. L'histoire ne s'arrête pas là, mais nous devons laisser au futur lecteur le soin de la poursuivre, car elle est encore assez complexe et nous mènerait trop loin. Finissons cependant sur un extrait des pittoresques vignettes que Saikaku déroule sous nos yeux, tandis que son personnage déambule sous la pluie, tourmenté par l'indigence de son état. Alors, je vous le donne, un texte aménagé du Shinkoten Bungaku Taikei grâce à mon doctorant et assistant de recherche Arthur de France, monsieur Arthur de France, qui a fait un travail. Alors j'espère qu'on peut lire, mais je vous inviterai simplement à le lire. Je tenais à vous le montrer parce que c'est un excellent spécimen de la technique de Saikaku qui a parfois, comme Paul Venn l'a dit de Virgile dans l'Énéide, je peux le reprendre pour Saikaku dans ses romans, il a un talent cinématographique, n'est-ce pas ? C'est un observateur, c'est un contemplatif. Il passe dans les rues, il voit toutes sortes d'anecdotes et qu'il les remet, toutes sortes de scènes pittoresques, et il les remet telles quelles dans ses livres, sans aucun souci de la cohérence, mais évidemment la cohérence est donnée par le mouvement de la narration. Là, quelqu'un qui est indigent et qui se retrouve à marcher dans les rues. Donc, il déroule donc ses vignettes sous nos yeux, tandis que son personnage déambule sous la pluie, tourmenté par l'indigence de son état. Je ne vous ai pas donné le début. Il était riche autrefois, il est devenu pauvre maintenant. Donc autrefois, il avait quelqu'un pour lui porter sa canne, n'est-ce pas ? Maintenant, et par une telle nuit, n'est-ce pas ? Je vous dis. Koyoi kasakaru kata monaku, n'est-ce pas ? Donc, par une telle nuit, il n'avait pas même à qui emprunter un parapluie. Et il dut longer les auvents, donc s'il l'oblige à se rapprocher des maisons, de la rue du Sel vers l'est. Il se dirige donc vers le Kodowa, le quartier des plaisirs, appelé Shinmachi, Villeneuve, n'est-ce pas, 9 quartiers à Osaka. Et alors les querelles de ménage, inévitables en cette saison, lui venaient aux oreilles. La voix d'une femme d'une 40aine d'années qui se lamentait, pas de riz gluant à piler pour faire les mochi, vous savez, les mochi du jour de l'an, pas de riz gluant à piler, pas de bois à brûler, c'est un nouvel an ça ? Et dans la maison voisine, une toute autre scène cette fois, voilà la sage-femme, allez, tiens-toi bien les hanches, c'est un accouchement donc, et quelques instants plus tard un vagissement, et la joie du père, c'est une fille, mais c'est pas désagréable quand même, musume no kodemo kurushunai. En face, 5 ou 6 individus autour d'une lampe furtive. Ils font des paris clandestins. Joli coup, tu n'en profites pas pour augmenter la mise ? Le bruit des ligatures de gros sous montrait que la partie battait son plein. On fait du mahjong, certainement. Un peu plus loin, vers l'est, quelqu'un qui se précipitait. Un cordial de l'eau, donc après l'accouchement, c'est le mourant. Et puis des sanglots. Plus rien à faire. Un encouragement. N'oubliez pas de prier pour le paradis. Gokuraku o wasuri yaruna. Il porta ailleurs ses pas en soupirant. L'homme ne vit qu'une fois. Chez un marchand de vin du côté sud de la rue, on en voyait quérir un ascète magicien, un yamabushi, sous prétexte qu'une cuve faisait du bruit, une cuve hantée donc. Mais il y avait peut-être vraiment quelque chose. C'est véritablement Saikaku lui-même qui erre ainsi,
tel le diable à Paris. Vous vous souvenez de cette série de vignettes de la vie parisienne qui paraissait autour de la seconde moitié du XIXe siècle. Tel le diable à Paris, se penchant sur toutes les maisons, en rapportant toujours un trait unique et pittoresque. De ce pauvre air désargenté, le chapitre suivant nous mène à l'autre extrémité de la société, auprès d'un certain Hanru, amoureux d'une hétaïre du nom de Jeune-Mont, Wakayama, amour sans nul doute partagé par l'hétaïre. Mais cette passion est érodée par l'ennemi de l'amour, le doute en la sincérité de l'être aimé. Il lui avait pourtant fait part de son désir le plus profond, racheter l'année de service qui lui restait à accomplir à Wakayama, donc de cette courtisane de Wakayama, donc de Jeune-Mont, et la prendre pour épouse légitime. Inutile de dire que l'hétaïre était d'accord, mais sincère. Le doute tenaillant Hanru, il a recours à des stratagèmes de plus en plus compliqués et, disons-le, tordus, pour mettre la courtisane à l'épreuve. Il lui fait d'abord croire, dans une lettre déchirante, que sa fortune a changé et qu'il en est bientôt réduit à la mendicité. La courtisane a une réaction de la plus grande générosité en lui envoyant un assortiment de vêtements, puisqu'il prétendait devoir se recouvrir d'une natte de mendiant, et en le suppliant de la rencontrer. Ce qu'il fait, et le pervers en rajoute, prétendant que la seule issue est le suicide. La courtisane accepte. Faisons-le à l'instant. Vous voyez, elle est enthousiaste. Cette fois, Hanru doit tempérer l'enthousiasme de la femme amoureuse et lui propose de procrastiner. Ne nous suicidons pas tout de suite. Il devrait être à présent pleinement convaincu, mais il veut mettre la malheureuse à l'épreuve jusqu'au bout dans sa folle obstination. Ils se rencontrent donc au bout d'une semaine dans une chambre dérobée d'une maison de rendez-vous. Ils revêtent des habits mortuaires. Donc, vous voyez, nous avons la scène illustrée ici. Vous voyez donc l'étaïr dans le panneau de gauche, c'est pas l'étaïr qui est à droite et son amphitryon à gauche. Ils ont revêtu des vêtements, ils sont bien contrastés avec les autres. Ce sont des vêtements blancs où il n'y a aucune décoration. Ce sont des vêtements de cadavres, donc. Hein. Ils sont prêts pour la crémation. Donc, il revêt des habits mortuaires d'un blanc dépouillé. La femme a pris soin d'envoyer à ses parents une lettre qu'ils liront 7 jours après sa mort. « Hâtons-nous d'en finir » presse-t-elle à son compagnon. « Saigo, isogitashi » ce qui montrait qu'elle était dans les meilleures dispositions possibles pour quitter cette existence, n'est-ce pas ? Rinju tashikani ninen nakariki, dit le texte japonais. Et vous voyez que le Rinju, donc, certes, elle n'avait pas de double pensée au moment de trépasser. C'est donc dire qu'elle mourait en bonne pensée. Encore une fois, une allusion bouddhique. Il est très important dans la croyance au Bouddha, Amida, ou dans l'amédisme japonais et dans le bouddhisme en général, pas seulement. Il faut bien faire attention, ce n'est pas seulement une histoire d'amédisme. On a par exemple de grands docteurs chinois de l'époque des Tang et même avant, qui sont exactement dans le même cas. Il est important de mourir en bonne pensée, d'avoir la pensée correcte, shonen, l'attention même correcte, rinju, à l'article de la mort. Si par exemple on se suicide, comme c'est arrivé parfois, pour aller directement à la terre pure d'Amida, il faut avoir Amida à l'esprit et pas penser, pas se demander si on a oublié d'éteindre le gaz, n'est-ce pas ? Il faut vraiment, il faut avoir la pensée entièrement fixée sur son sujet. Et si jamais on conçoit un doute, par exemple, comme un grand moine chinois qui, au moment de mourir, s'aperçoit qu'il va aller dans une voie, qu'il va renaître comme sur la voie des Shravakas, alors que lui pensait la voie de Bodhisattva, donc il est mécontent et il tombe dans les enfers directement. Donc c'est extrêmement important, et on voit que la courtisane est on ne peut plus sincère. Hâtons-nous d'en finir, et donc elle n'a pas d'hésitation.
Et Saikaku nous régale à ce propos de ces détails dont il a l'amour, n'est-ce pas? L'homme exhorte à invoquer à voix basse le Bouddha, Ku Nembutsu, donc il veut réciter Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, n'est-ce pas? Namu Amida Butsu. Mais la femme, elle, récite le Daimoku, c'est-à-dire Namu Myoho Rengekyo, Namu Myoho Rengekyo. Ils sont ensemble, ils se suicident ensemble, mais ils ont chacun leur dénomination bouddhique différente. Et il se précipite sur elle je pense vous voyez qu'on voit son petit, enfin ce n'est pas un sabre, c'est un wakizashi, là, un sabre court, n'est-ce pas? Mais vous voyez qu'il n'a pas encore dégainé son sabre, c'est un point important. Il se précipite sur elle donc pour lui donner, pour lui porter, pour la tuer elle et ensuite se suicider lui. Et elle pousse un dernier kanashiya, qu'on pourrait traduire par bonjour tristesse, et survient le premier coup de théâtre. Alerté on ne sait comment, une cohue venue de tous les coins de l'établissement fait irruption, c'est ce qui est décrit ici, et on se saisit de l'homme. Et le tenancier menace de l'emmener illico au poste de police, Bandokoro, le poste de police qui se trouvait bien sûr au Kuruwa, qui était chargé de faire régner l'ordre lorsqu'il y avait des rixes d'ivreuil, mais c'était surtout, mais malheureusement, pour surveiller les courtisanes, pour qu'elles ne s'échappent pas, n'est-ce pas? C'est une prison. Et l'histoire continue. Devant ce tapage, il perdit quelque peu contenance et leur exhiba en preuve son sabre court. Il était en bois plaqué. Hakuoki no ki wakizashi nari, n'est-ce pas? C'est un peu comme dans le film Harakiri, vous vous souvenez, celui qui doit se faire seppuku avec un sabre de bambou. Et il poursuit son explication. Sate yosua, n'est-ce pas? Anodayu. L'explication, la voici. Nous étions convenus il y a quelque temps que je la prendrais pour femme, mais comme on ne peut savoir ce qu'une courtisane a au fond du cœur, j'ai voulu mettre de cette façon ses intentions à l'épreuve. Si elle se montrait à la hauteur de mon attente, j'étais fermement décidé à vous la racheter, dit-il au tenancier, alors qu'il lui reste un an d'activité. Tout devrait se régler pour 630 écus. Afin de conclure l'affaire, je suis allé jusqu'à emprunter 230 écus. Vous voyez, les calculs sordides à chaque fois, le Saikaku nous ramène toujours sur terre. Il appela alors ses serviteurs qui ouvrirent un coffre à palanche, tout concordait, et chacun fut frappé, Hasami Bako, n'est-ce pas? Et chacun fut frappé d'admiration. Mais la malheureuse qui, dans une pièce voisine, s'inquiétait pour son homme, veut aller jusqu'au bout. L'étaïr, qui au moment de, je cite, qui au moment de l'ultime sacrifice n'avait pas ressenti le moindre regret, pensa alors qu'on allait tuer son bien-aimé. Elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Elle ne put s'empêcher de s'exclamer « Que m'importe la vie, Inochi ga oshikimonoka » Elle s'empara d'un rasoir et tous la retinrent à grande peine. Ultime acte de sincérité qui produit l'effet décisif. L'amant se trouva alors pleinement convaincu et fit sa proposition. « Appartiens-moi à présent. Mais, ajouta-t-il, il y a quelques détails auxquels il me faut penser. Il doit régler ses affaires. Tu iras tout d'abord chez tes parents. » Il fit préparer le jour même un cheval pour la ramener dans sa province d'origine. Oui, là c'était... ah oui, pardon. Et c'est l'instant où le récit, qui était jusqu'à maintenant un récit tout à fait émouvant, d'une mise à l'épreuve de la loyauté entre amants, bascule dans un cynisme qui est choquant, vraiment, et qui est à la mesure de Saikaku et de ce monde du Kuruwa dont il entend nous montrer la nature réelle, n'est-ce pas? Tandis que lui-même, donc, il fait repartir la femme toute contente de chez elle, elle est libre, elle va attendre son mari, tandis que lui-même, sans plus attendre, se rendit à l'établissement de Taroémon, où ses pensées l'attiraient vers Akashi, de chez Isaemon. Donc une autre étaïre. Et alors, ainsi le misérable avait en réalité un plan machiavélique. Éloigner Jeannemon, qui attendra sans doute longtemps de ses nouvelles, du Kuruwa, pour que la loyauté à l'égard d'une consoeur n'empêche pas Akashi, qu'il va aller voir maintenant, l'étaïre, de le recevoir comme client attitré ou amphitryon.
parce qu'il y avait une solidarité, vous voyez, ce kokoro dasuke, n'est-ce pas, une entraide entre courtisanes horizontale et verticale, et surtout entre étahirs. Les étahirs étaient des petites entreprises en quelque sorte, et il fallait régler le marché. On ne se faisait pas de concurrence. Enfin, si on shippait le client de l'autre, c'était une déclaration de guerre. Donc il y avait une sorte de diplomatie, et jamais Akashi n'aurait accepté ce handu si Wakayama était encore sur le marché. Il l'a sorti du marché. Donc, et il ajoute ce mensonge en plus, il lui ment. Vos scrupules à son égard vous honorent, les scrupules qu'a Akashi à l'égard de sa consoeur Wakayama. Mais elle a quitté ce quartier et est désormais une femme ordinaire, tsune no onna nari. En raison de notre longue relation, je l'ai libérée de son état et renvoyée chez elle. Or, une parole qu'elle a laissée échapper à un moment décisif m'a contrarié, et j'ai cessé de la fréquenter, voyez. Je préfère encore une courtisane. C'est pourquoi je vous ai choisi. J'aspire à une liaison constante et n'entretiens pas d'autre visée. Je compte pour le restant de mes jours renoncer au jeu de la volupté. C'est-à-dire qu'il va être son client régulier. Tant de sang-froid pourrait effrayer un lecteur moraliste, un lecteur sensible. Mais Saikaku, lui, s'en délecte. C'est de la délectation morose du moraliste qu'il est dans le fond, n'est-ce pas? Et il dit, il n'était pas encore amant avec l'Akashi qu'il faisait déjà les excentriques. Fugawari ni motte maite. Ils se montraient aussi habiles l'un que l'autre à ces jeux, et ils méritent bien qu'on les prenne pour modèle. Vous voyez, dernier trait de cynisme. Shitomo minarau hodo no kotozokashi. Vous voyez les modèles qui, bien sûr, Saikaku est d'un cynisme qui cache son indignation. Et bon, enfin, nous reviendrons là-dessus aussi. Nous voyons donc que ce livre 5 est largement consacré au retournement d'humeur et trahison de tout genre, avec toujours le geste qui provoquera l'émotion et la reddition de celle réputée imprenable. Ce cinquième chapitre est particulièrement révélateur de ce que Saikaku essaye de mettre en lumière. Je veux dire, le quatrième chapitre du 5e livre, c'est le 4e chapitre que nous avons en ce moment. Tout l'équivoque de ce monde du Kuruwa, où apparaissent parfois des traits d'humanité, c'est-à-dire des sentiments vrais que l'on pourrait appeler nasake, mais aussi mono no aware, terme qui revient dans cet épisode, et l'épisode qui coïncide à peu près avec l'ensemble du dernier chapitre, le 5e, qui s'intitule justement Yo no Tsugiri wa Nanjayara, vous voyez, du dialecte du Kansai. Que vaut le serment d'une nuit? Donc il nous entraîne. Alors c'est quand même assez intéressant là aussi. Et ce chapitre est assez cohérent. Il n'enchaîne pas, par exemple, les vignettes comme tout à l'heure. Il nous entraîne hors du triangle habituel des trois quartiers, puisque nous sommes cette fois bien plus au sud, à Nagasaki, et dans le Kuruwa de Nagasaki, qui est le quartier des plaisirs, qui est appelé Maruyama. À proximité de la grande cité portuaire, le seul endroit où puissent pénétrer légalement au Japon les commerçants venant de Chine, de Corée ou des Pays-Bas, et où accostent aussi les légations diplomatiques venant de Corée. Vous savez, c'était un des grands moments de la diplomatie et de l'ouverture du Japon sur le monde extérieur, lorsque l'envoyé de Chosen, n'est-ce pas, du royaume de Chosen, se rendait à Edo rencontrer le shogun. Et c'était une procession donc, qui durait des semaines, qui allait du sud du Japon jusqu'au centre de l'île principale. Mais l'histoire commence dans un village de mendiants, Isun no Kotsujiki, non loin de la ville. Les mendiants constituaient en effet une communauté à part, qui semble parfois difficile à différencier de ce qu'on appelle maintenant, enfin, les burakumin, n'est-ce pas, ou les shinshimin, les nouveaux citoyens, qui étaient ce qu'on appelait autrefois États, n'est-ce pas, les hors-castes, qui étaient rejetés de la société pour des raisons d'impureté de conditions.
l'origine est très difficile. Il faut d'abord voir que c'est quand même très lié au bouddhisme, puisqu'on les appelle d'un terme bouddhique, que ce soit le nom absolument dépréciatif, maintenant qui est même devenu un terme tabou au Japon de eta, n'est-ce pas, qui littéralement veut dire aux multiples souillures, ou bien on les appelait aussi couramment à l'époque hinin, c'est-à-dire les non-humains. Et il est très difficile de faire la distinction entre mendiants et non-humains, justement, de ces hors castes. Et il se peut d'ailleurs que l'histoire, et ça sera encore plus singulier si comme je le pense, il faut avoir en pensée à l'époque que le protagoniste de cette histoire est non seulement un mendiant, mais en plus un hors caste. Donc ils sont rejetés de la société. Et évidemment, ils ne sont pas... vous pouvez bien vous dire qu'ils ne sont pas accueillis avec des mirlitons et des guirlandes dans les quartiers des plaisirs. Donc dans l'histoire qu'il suit, il apparaît cependant ardu d'imaginer une attitude aussi généreuse que celle que nous allons voir à l'égard d'une minorité qui était tenue en horreur par l'ensemble du monde. Si c'était effectivement le cas, ce texte revêtirait alors une singulière importance, mais je ne veux pas aller jusque-là. Mais déjà en l'état, il montre une exceptionnelle ouverture d'esprit de la part des courtisanes, et donc de Saikaku, qui le donne comme exemple d'ouverture d'esprit de courtisane. Toujours est-il que dans ce village vivait un mendiant, qui s'était épris d'une étaïre nommée Mondor, Kinzan, et personnage qui a réellement existé, aperçu par hasard. Et tombé amoureux, tombé en amour, comme on dit au Canada, il avait changé de mode de vie, je le cite. Il prit alors, je ne pense pas que ça c'est là. Il prit dès lors le plus grand soin de sa personne, se fit discrètement faire des vêtements, et 3 années durant, il amassa avec application la somme d'argent nécessaire. Ayant accumulé les préparatifs, sans que l'on nous donne plus de précisions sur la manière de réunir cet argent, il se jette à l'eau. Un beau jour, il se choisit pour compagnon de sortie quelques gaillards d'apparence remarquable. Il faut être plusieurs, je vous l'ai déjà dit. Le protagoniste est rarement tout seul, sauf dans des cas où il va briser la loi, transgresser la loi, n'est-ce pas? Donc il se choisit pour compagnon de sortie quelques gaillards d'apparence remarquable, mais inconnus à la ville, ce sont des mendiants comme lui, bien sûr, se mit lui-même sur son 31 et en route. Comme il avait pris soin de faire son entrée de nuit, même un dieu n'aurait pu les identifier. Oui, parce qu'en plein jour, on aurait quand même vu qu'ils n'étaient pas tout à fait de la meilleure société. Il n'est certes pas question de laisser d'authentiques traînes savates approcher le gratin des courtisanes. Et le mendiant amoureux a recours à un stratagème dont l'efficacité est attestée dans le théâtre et les romans de maints pays. Il approche ce qu'on appellerait maintenant un fixeur, n'est-ce pas? Un guide qui fait faire aux nouveaux venus un tour d'initiation au quartier des plaisirs, que je traduis ici par Cicérone, n'est-ce pas? Annainin. Il se renseigna auprès d'un Cicérone du Maruyama. Et là, le coup qui ferait presque penser aux Marx Brothers, n'est-ce pas? Nous venons de Chine et faisons notre première visite en cette île. 2 écus placés d'emblée dans la main d'une vieille firent apparaître les sourires. En toute contrée, c'est la meilleure façon d'ouvrir les portes. Et pour maintenir une bien compréhensible discrétion, il dit encore, comme je ne suis pas de condition libérale, Shumochi no min areba, c'est-à-dire il est au service d'un maître lui-même, j'aimerais que vous vous débrouilliez pour me faire rencontrer sans attirer l'attention une certaine dame Mondor dont j'ai entendu parler jusque dans mon pays, et qu'elle se montra aimable à mon endroit. Alors vous voyez, évidemment, se faire passer pour des Chinois explique la bizarrerie de leur manière. Ils n'ont pas bien sûr le raffinement qui est attendu des clients du quartier des plaisirs. Ils peuvent se permettre donc toutes sortes d'excentricités. Ils ont de l'argent, c'est le meilleur des passeports, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu tout à l'heure aussi. Et il va essayer d'avoir recours à ce stratagème. C'est vraiment un Hoben, encore une fois, un Hoben, un stratagème salvateur du bouddhisme, mais appliqué à un autre genre de salut ici. Et le stratagème, donc, fonctionne à merveille. Sa requête fut sans doute bien accueillie. On mena au mieux les négociations, et cette nuit-là, l'affaire fut conclue jusqu'au bout. Saikaku dit, difficile de savoir ce qui se passa au lit.
Cela fonctionne si bien que le faux chinois, contre toute prudence, parce que bon, une fois ça a marché, mais veut retenter le sort. Mais cette fois, les choses ont mal tourné. Je cite encore. Il quitta l'endroit plutôt que tout le monde, encore une fois pour éviter les regards indiscrets, et au lieu de s'estimer satisfait, prit rendez-vous pour le lendemain. Là, il s'oublia complètement. Il but à tire-larigot dès le début de la soirée, puis se rendit aux cuisines pour lutiner la ribambelle des servantes. Et tandis qu'il se donnait ainsi du bon temps, survint un habitué physionomiste du quartier. À peine l'eut-il vu qu'il s'écria « Mais c'est Chilo le mendigo ! Ça alors, c'est pas croyable !» Il trouva ses deux acolytes dans la pièce voisine. Évidemment, c'étaient des gens de même farine. Là, il n'y avait plus de doute. Il les invectiva d'importance. Quelle impudence de la part de vulgaires pouilleux! Et l'autre enfila en hâte sa veste à motif de vagues déferlantes, et sabre long et court à la main, il prit la poudre d'escampette. C'est la fin de cet épisode, mais on imagine le scandale dans le Landerneau de Maruyama, l'une des étahirs les plus prisées, donc à passer la nuit avec un mendiant, voire un chinin, n'est-ce pas? Mais c'est là, encore retournement extraordinaire, celle que le scandale devait le plus fatalement frapper, l'étahir, donc la Mondor, disgraciée, devait se trouver irrémédiablement disgraciée aux yeux des clients éventuels. Et c'est là que voulait nous mener Saikaku, à la révélation d'un retournement spectaculaire, le coup de théâtre et le coup de commerce opéré par la rouée. Je ne voulais pas le donner, oui. L'incident s'ébruita ce même soir. Alors que la réputation de l'étahir s'effondrait, elle se fit nuitamment préparer, c'est rapide, un habit en y faisant coudre force motifs de bols ébréchés, donc de bols de mendiants, de baguettes de bambou, c'est-à-dire de baguettes qui ne valaient rien, de sébiles de mendiants, tous ustensiles indispensables à la vocation mendiante, en proclamant « Je n'hésiterai pas à faire connaître au grand jour l'identité de mon amant. Quelle différence y aurait-il entre les hommes ?» Extraordinaire manœuvre qui lui valut des commentaires flatteurs. C'est ainsi que doit se conduire une courtisane. Et de connaître une vogue encore plus grande que par le passé. C'est sans contestation une femme de ressources. Fukaki Saikaku Zokashi. Saikaku veut dire the brains, c'est pas la jugeote, les facultés intellectuelles brillantes. Et vous voyez que c'est homophone du nom de l'auteur, Saikaku. Je ne sais pas s'il y a encore un jeu avec lui, mais de lui on peut s'attendre à tout. Il est vrai qu'il y en eut aussi pour médire d'elle de bien des façons, mais c'est somme toute inévitable en ce monde où l'on colporte les pires invraisemblances. Et elle fait immédiatement des émules, la Mondor, la Kinzan, n'est-ce pas? Et le chapitre se termine par la brève description de la grande fête de Nagasaki au temple des Chinois, le Tojin-dera, en l'honneur de la déesse des marins Matsu, n'est-ce pas? Je ne dirai pas là-dessus. C'est une déesse d'origine chinoise qui a été fêtée aussi, honorée à Nagasaki et dont le culte s'est répandu dans toutes les professions de pêche au Japon. Le mendiant parviendra à lui glisser un mot pour lui signifier qu'il allait quitter la région, confus du tort qu'il lui avait donné, ce qui l'a fait pleurer à chaudes larmes. Vous voyez encore une fois le mono no aware. Et la conclusion, une telle profondeur de sentiment ne se reverra pas. Elle est bien digne d'être racontée. Au Japon, cela va sans dire, et même en Chine. C'est la première citation ici. Remarquons simplement, puisque nous n'avons pas le temps d'aller plus avant, que le 5e chapitre du 5e livre se déroule tout entier au Shitennoji d'Osaka, pour la fête de l'équinoxe d'automne, et que ce chapitre commence, comme nous l'avons dit, par l'évocation de la loi de Bouddha à son zénith. Mais c'est bien sûr pour Saikaku le prétexte à décrire toutes les galanteries dont le temple est la scène. Et là comme ailleurs, le peu d'empressement des belles à faire leur dévotion fait plutôt sourire l'écrivain que de s'en indigner. Et pas lui seulement d'ailleurs, puisqu'il finit ainsi. Certes, la dernière citation, certes, dans la chapelle du prince, c'est-à-dire le prince Shotoku Taishi, dont, entre parenthèses, nous allons commémorer en 622 le 1400e anniversaire de la mort, n'est-ce pas? Il est mort en 622. Et donc le personnage symbolique à la fois de la maison impériale japonaise et surtout de son rapport avec le bouddhisme. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc certes, dans la chapelle du prince,
La foule des pèlerins se presse, manche contre manche, sans interruption. Mais bien rares sont ceux qui font leur dévotion en vraie piété. La plupart des femmes s'en retournent sans même s'incliner. Et il finit, ce qui doit bien amuser le Bouddha. Hotokemo okashikaru beshi. Donc, vous voyez encore une fois les durs de blasphémer dans l'univers de Saikaku. Je vous remercie pour cette leçon et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.